Bonjour, monsieur le coordinateur de la coalition Okitama. Bonjour. Ok, vous êtes le coordinateur de la coalition Okitama. En tant que coordinateur, quel bilan dressez-vous de l'an 1 de la transition au Tchad? À dire vrai, je crois que le bilan est négatif. Il y a eu une régression sur presque tous les domaines. Le premier domaine qui devrait retenir votre attention, c'est celui de la sécurité, je crois. Parce que c'est le mobile pour lequel le CMT a justifié sa prise de pouvoir par la force. Mais si rien ne nous guette aux frontières de notre pays, la sécurité intérieure est calamiteuse. Il ne se passe pas un seul jour où des conflits meurtriers sont signalés, où des forces de défense et de sécurité sévissent inutilement contre nos populations, où nous comptons tout bêtement des morts. Et quelquefois, c'est des assassinats gratuits. Je crois que, personnellement, même si tous les morts, la vie, elle est sacrée, on ne doit pas lutter, mais il y a deux situations qui m'ont particulièrement perturbé. C'est les assassinats du 27 avril et des jours suivants perpétrés lors des manifestations pacifiques de la population. Rien ne justifie que des forces qui se disent des forces de défense et de sécurité puissent tirer sur leur population, manifestant main nue, des gens qui donnent de la voix pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que ça vous autorise à les tuer? Et ce qui est grave, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas présenté une seule personne pour dire que le 27 avril, là, les crimes qui ont été commis, là, nous avons mis la main sur une personne et nous voulons que cette personne soit jugée. Je vous assure, tous les crimes qui ont eu lieu, et là je parle en tant qu'avocat, intéressé donc aux procédures qui ont cours, de tous les crimes qui ont eu lieu là, c'est aujourd'hui, il n'y a qu'un seul dossier, c'est le dossier d'Éric Condor, qui est pendant devant un juge d'instruction. J'ai personnellement assisté la famille d'Éric Condor qui a été auditionné donc dans le cadre de cette procédure-là. Mais tous les morts sont passés, comme on le dirait, par perte et profit. Alors, y a-t-il une administration judiciaire? Y a-t-il un État? C'est inconcevable. Le deuxième fait qui m'a complètement troublé, c'est celui d'Abéché. Le 24 janvier 2022, la population d'Abéché manifestait contre l'érection d'un cantonat. C'est la communauté arabe Bani Alba, je crois, qui est une communauté nomade. Eh bien, il y a eu une décision érigeant donc un canton, mais à Abéché, au profit d'une communauté qui n'a pas d'assise territoriale. Et la population a manifesté. Le même jour-là, il y a eu au Bamo 4 à 6 morts. Et le lendemain, 25 janvier, pendant que la population officiait des enterrements au cimetière, les forces de défense et de sécurité, parties semble-t-il de Djamena, ont survenu pour tirer sur une population en train de pleurer et d'enterrer ses morts dans un cimetière. Il y a des vidéos, des audios qui existent jusqu'aujourd'hui. Des véhicules militaires clairement identifiés. Et pour ce cas aussi, même pas une seule personne n'a été présentée pour être jugée. Comment on peut admettre que des forces de défense et de sécurité, je vous assure, même des barbares, n'auraient pas pu faire ce qui s'est passé?
dans ces circonstances, peut-on croire à une institution étatique? Peut-on croire à un gouvernement qui est la direction, mais la conscience de défendre et de protéger les intérêts d'une population? Moi, c'est l'élément qui me fait dire très clairement que aucun homme de ce pays, aucune femme de ce pays ne devrait collaborer avec ceux qui ont la direction des affaires en ce moment, tant que ces crimes resteront impunis. Mais ça heurte notre sensibilité et ça bouscule nos us et coutumes. Tirer sur des gens qui enterrent des morts, c'est arrivé nulle part auparavant sur les terres de Toumaï. C'est de la barbarie. Et il faudrait bien que cela soit sanctionné par le peuple au besoin. Alors, donc, vous voyez que sur le plan de la sécurité, on est allé de mal en pire. D'accord. Alors, cela, ça fait déjà un mois que se tient à Doha, au Qatar, le dialogue avec les politiques militaires. Un mois qui n'a pas permis aux deux parties de trouver un compromis. Alors, nous sommes à quelques jours du dialogue prévu le 10 mai prochain. Selon vous, ne va-t-on pas vers un éventuel nouveau report de la date? Ce n'est pas surprenant, c'est ce qui semble se profiler à l'horizon. Vous voyez, ce ne serait pas la première fois. Parce qu'il y a eu déjà 2 reports par le passé. Et là, ils ont l'argument de dire, surtout que les politico-militaires demandent même une rallonge de 2 semaines, ou de 2 mois, je ne sais plus. Donc, ils auront le beau jeu de dire que, bon, nous sommes obligés de reporter à nouveau. Mais le problème en soi n'est pas le report, c'est dans la méthodologie, dans la méthode de travail, qui laisse transparaître une mauvaise volonté, sinon une mauvaise foi de faire les choses correctement dans le sens d'unir les Tchadiens. Déjà, vous avez vu à Doha, 52 groupes politico-militaires sont arrivés là-bas, alors que le commun des Tchadiens sait qu'il n'y a pas plus de 5 groupes politico-militaires sur le terrain qui menacent la quiétude de nos populations. Alors, à quel but a-t-on truffé ces compositions? Si ce n'est pas pour diluer les débats et arriver à une situation où les groupes acquis à notre cause puissent donc applaudir tout simplement tout ce que nous on dira, de manière à ce que nous puissions avoir tout le drap de notre côté. Ça n'augure pas un plan avec le peuple tchadien au centre. Et les Tchadiens doivent comprendre ça et barrer la voie à ce qui devrait se faire en interne ici. C'est fini. La méthode est éculée. Nous la connaissons. Nous l'avons vécu avec les 2 forats d'Idriss Déby de 2018 et de 2020. Alors, voulez-vous aller indéfiniment être indéfiniment dans une situation où le développement du Tchad doit tarder? C'est pour cette raison que l'exemple de Doha nous offre l'opportunité de dire que N'Djamena, que ce soit 10 mai ou n'importe quelle autre date, ne devrait pas être comme Doha et ne devrait pas être à l'image des forats de 2018 et 2020. Okay. Que pensez-vous de la situation socio-économique actuelle de la population tchadienne? Mais elle est pire. Elle est gravissime. J'allais même en venir quand vous m'avez demandé de faire le bilan. Je crois qu'aujourd'hui, nos ménages tiennent difficilement, dressent difficilement le foyer à l'effet de chauffer, la marmite pour nos progénitures. Il suffit de descendre, faire une descente sur le marché ou bien de s'adresser à n'importe quelle femme et on vous dira que la vie est devenue chère
Et il s'agit d'une cherté que nous constatons sur tous les domaines. L'électricité inexistante, des problèmes d'eau, c'est déjà ça le fondement pour pouvoir chauffer quelque chose. Préparer une bouillie, il faut de l'eau. Quand des populations manquent d'eau, et que en plus, elle n'est pas à la portée de tout le monde, et que même les prix des denrées de première nécessité sont hors de portée, eh bien, il se pose un problème. Mais, je l'ai toujours dit, c'est un problème de dignité. La cherté de la vie, la lutte contre la cherté de la vie, là, c'est une lutte pour la dignité de l'homme. Qu'on ne pense pas que les gens qui crient, mon ami Vercinus, qui crient à la cherté de la vie, là, il ne faut jamais penser qu'il fait de l'agitation. Ce n'est pas de l'agitation. Quand vous dépensez 1 franc, vous dépensez une somme pour acheter un article, vous devez l'avoir au juste prix. Quand vous avez déboursé de l'argent pour un service, eh bien, il doit être à la hauteur. Le service doit être à la hauteur de votre attente, de façon équitable. Mais si vous prenez par exemple le domaine de la téléphonie mobile, eh bien, vous vous rendez compte que quand bien même tu achètes des MB, eh bien, la communication n'est pas régulière. Elle est erratique, entrecoupée. Le réseau n'est jamais là. Qu'est-ce que ça signifie? Ok. Monsieur le coordonnateur, quel regard portez-vous sur l'avenir de ce pays où nous vivons actuellement? Oh, l'avenir, je le vois toujours en rose, moi. Parce que ce pays a de grandes potentialités. Et il n'appartient qu'aux Tchadiens de faire le bon choix pour voir enfin s'élever un soleil radieux sur toutes nos terres. Même notre désert pourra refleurir. Mais il suffit simplement de se remettre entre les mains de ceux parmi nous qui sont les plus éclairés. Ce que nous avons vécu pendant 31 ans sous le règne de Déby et qui se prolonge jusqu'à maintenant est inadmissible. Vous connaissez le livre, le titre du dernier livre du président Dobian Senghar qui parlait de la kakistocratie. Eh bien, je crois que tout est là-bas. Des gens qui ont choisi de faire de l'analphabétisme un mode de gestion des affaires courantes, mais ce sont des gens qui ont choisi d'enterrer leur pays. C'est pour ça que l'élite de ce pays devrait relever la tête. C'est pour ça que les masses laborieuses devraient s'élever comme un seul homme et barrer la voie à toute imposture qu'on voudrait nous servir. C'est aussi simple que ça. Si nous nous levons comme un seul homme et disons que c'est fini, ça ne doit plus prospérer. Mais on vous dit, il y a des rapports qui vous disent que l'armée nationale tchadienne, la police, les forces de défense et de sécurité sont composées à plus de 63% ou 65%, je ne sais pas, des Toroboros du Soudan. Mais où est l'État? Où est le Tchad? Comment devrions-nous l'accepter? Vous avez vu la dernière liste de 300 quelques personnes recrutées à la police, ou à peine 2 communautés. Mais c'est exécrable. Moi, j'ai honte. Personnellement, j'ai honte de mon pays. Ça fait mal. Et nous devons trouver les ressorts nécessaires pour inverser la donne. C'est pour ça que Wokitama et ses partenaires sont debout, au sacrifice de leur vie, jusqu'à en déplorer aujourd'hui 18 morts sur le tapis. D'accord. Nous sommes à 6 mois de la fin de la transition qui devra aboutir à l'organisation des élections et aux passations du pouvoir à un civil. Croyez-vous vraiment à la réalisation de toutes ces démarches? Mais tout est question de volonté politique. Mais rassurez-vous, hein, tout système porte en lui-même les germes de sa destruction. Quand vous rusez avec les principes, quand vous déclarez une chose et vous faites le contraire, eh bien vous allez vous retrouver un jour à gérer vos contradictions. Si ce n'est pas le peuple qui se lève
le système implosera de l'intérieur. Mais nous nous tenons aux déclarations qui ont été faites et qui ont été reprises il n'y a pas très longtemps par la secrétaire américaine qui est venue. Nous pensons que 18 mois, c'est trop. Mais parce que c'est 18 mois d'une imposture. Il s'agit d'un pouvoir issu d'un coup de force. Et s'ils sont vraiment de très bonne volonté, ils doivent trouver les ressorts nécessaires pour que la main puisse être passée à un régime civil. C'est le sens aussi de notre lutte. Ok, monsieur le coordonnateur, vous êtes, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la coalition Kitama. Est-ce que votre organisation est prête à participer à cette grande messe? Nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur cette question. Nous avions dit qu'un dialogue est une bonne chose. Moi, j'ai l'habitude même de dire que c'est une vertu, et une vertu des hommes. Mais aucun homme ne peut se soustraire à une question de vertu. Donc, nous ne sommes pas contre le dialogue, mais nous sommes contre un dialogue de dupes. Quand les gens rusent avec les principes, quand ils refusent même qu'une réflexion préalable soit menée à l'effet de définir les contours de ce dialogue pour que nous sachions à quoi nous en tenir, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de dialogue. Et nous, jusqu'à là, nous restons constants sur la question. S'il n'y a pas de dialogue, on n'y ira pas. S'il y a un semblant de dialogue, vous ne nous y verrez pas. D'accord. Et nous allons rester sur le terrain de la lutte. Ok. À l'effet d'être entendus. D'accord. Avez-vous un mot de fin? Mais, que dire? Si ce n'est que le Tchad est dans l'impasse et qu'il appartient à ses filles et à ses fils d'en prendre conscience et de se dire que nous n'avions pas le droit de laisser choir ce pays qui nous a été transmis par nos ancêtres. Nous devons transmettre l'héritage à nos progénitures. Et nous devons le transmettre, mais de la plus belle des manières. Ça ne sert à rien de laisser une coquille vide aux autres. Il faut en faire un objet d'art, un joyau, et le retransmettre aux générations futures. Une fois de plus, ça ne dépend encore que des Tchadiens, dans leur ensemble. Il faut, comme je l'ai dit dans la salle tout à l'heure, vous avez suivi, mais exorciser tous les tares qui minent le développement de notre pays. Le clientélisme, le népotisme, le favoritisme, l'analphabétisme érigé en système de gestion et de gouvernement. Parce que vous savez, si vous êtes une population avec des insuffisances, au royaume des aveugles, mais tout le monde s'en remet au borgne. Parce que le borgne, au moins, peut vous guider. Mais si vous trouvez une population d'aveugles où les borgnes sont marginalisés et où les aveugles vous conduisent, soyez sûr qu'ils vont vers le gouffre. C'est une question de logique. C'est une question simplement d'humanisme, d'humilité et tout pour que, ensemble, nous puissions grandir. Que nous puissions grandir ensemble. Il n'est pas question de chasser qui que ce soit du Tchad. Mais si nous nous en remettons à un leadership éclairé, clairvoyant, nous pouvons être sûrs que quiconque tirerait son épingle du jeu. Parce que, eh bien, les institutions devraient être au service, mais des plus vulnérables. C'est ça la logique. Ça servi à quoi? Et je le dis assez souvent au président Idriss Déby Itno de régner comme il a régné là pendant 31 ans et de disparaître comme il est parti. Mais il faut écrire son nom dans la postérité. Il faut se mettre résolument au service du peuple, avec toutes les bonnes volontés possibles, avec toutes les potentialités, les capacités.
toutes les compétences de manière à parvenir, mais à un schéma qui soit appréciable. Aujourd'hui, le Tchad est dernier en tout. Quelle fierté les Tchadiens devraient-ils en tirer? Ce pays, c'est un beau pays. J'ai l'habitude de le dire. C'est un arbre majestueux en plein désert. Mais pour que cet arbre puisse garder toute sa splendeur, il faut que toutes ses branches portent des fruits. Mais si vous avez seulement la branche militaire qui doit scintiller, alors que toutes les autres branches doivent flétrir, eh bien soyez sûr que l'arbre finira par mourir.